I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Merci à vous tous d'être restés pour la dernière conférence. Je précise que le public de Florence se compte pas par milliers, mais en tout cas est un public hautement appréciable et que j'ai toujours été absolument ravi de venir à votre rencontre. Ça fait 3 ans, grâce à Bruno et Marie et à toute leur équipe, que je peux participer au Festival de Florence. Et j'en suis absolument ravi et je les remercie très chaleureusement. Je profite d'être le dernier à passer pour le faire au nom de tous les autres intervenants, pour la qualité de leur organisation, le bien fondé de leur programme et leur public très, très fidèle. Alors, pour le sujet de cette dernière conférence du Marathon des Sciences, les liens entre la science-fiction et les sciences sont complexes, ils l'ont toujours été, et donc j'ai voulu un petit peu rendre hommage à cette complexité, mais en essayant de le faire, cher Bruno, dans le strict respect du Marathon des Sciences, c'est-à-dire une série de 12 conférences centrées sur la science, et gardant la science au cœur du propos. Donc je ne vais pas faire l'apologie de la science-fiction, je ne vais pas vous montrer que la science-fiction est la littérature incontournable par laquelle il faut absolument passer. Je vais plutôt essayer de me faire presque un petit peu, oui, l'avocat du diable, et d'aller voir avec vous, en votre compagnie, si véritablement la science-fiction, vraiment, est-ce qu'elle a vraiment la capacité à interroger la science, à diffuser la connaissance scientifique, et qu'il s'agisse d'ailleurs de sciences exactes ou de sciences sociales, puisque moi-même je suis, en tant qu'universitaire, historien du droit et des idées politiques, donc je me suis aussi positionné du côté des sciences sociales. Alors pour commencer, quelques amers. Les amers, c'est des points de repère qui sont un peu les ancêtres antiques des phares. Quelques amers, donc littéraires, bande dessinée ou cinématographiques, pour mieux naviguer dans l'océan qui, oui, d'une première vue, peut paraître complexe, l'océan de la science-fiction. Alors cette science-fiction, d'abord, première complexité qui la caractérise, aucun acteur du milieu de la science-fiction, aucun créateur de science-fiction, aucun essayiste ou commentateur de science-fiction n'est capable de définir ce qu'est la science-fiction. C'est un peu comme lorsqu'on demande à un scientifique de définir l'infini ou de définir la vie. Il n'y a pas forcément unanimité. Et d'ailleurs, je crois que c'est le propre de la science que précisément les grands concepts soient toujours en question et les grandes théories soient toujours confrontées à leur possible dépertinence. La science-fiction, qu'est-ce que c'est? Personne n'est d'accord. Certains pensent qu'il s'agit d'une littérature ludique, grand public, populaire, qui s'amuse avec la science. D'autres pensent qu'il s'agit d'un outil épistémologique. D'autres, enfin, pensent que la science-fiction n'a absolument rien à voir avec la science, qu'elle ne fait que fantasmer, que raconter des insanités et des bêtises qui sont à peine saupoudrées d'une allure ou d'une imagerie scientifique. Alors, première chose quand même à laquelle il faut rendre hommage, à tout seigneur, tout honneur, 5 semaines en ballon, Jules Verne, ça fait exactement 150 ans.
5 semaines en ballon, c'est le premier voyage extraordinaire publié par Hetzel et publié d'abord en épisode dans ce magazine illustré de sciences et de diffusion de la culture scientifique et ensuite publié en volume par cet éditeur. Eh bien, en 1863, c'est le premier de tous les voyages extraordinaires à être publié, diffusé pour le public. Donc, si on se base du point de vue de Jules Verne, la science-fiction a exactement 150 ans. Au-dessus de Jules Verne, et un petit peu de manière provocatrice, je vous ai mis un pulps. Les pulps sont les revues américaines de science-fiction qui, dans les années 1920-1930, donc il y a un siècle de ça maintenant, ont diffusé la science-fiction auprès des jeunes sur le sol américain. Et ce sont ces pulps précisément, on les appelait comme ça parce que c'était des magazines bon marché, faits sur du papier, faits avec de la pulpe de bois, donc du papier qui jaunissait très vite, en fait de mauvaise qualité. On a d'ailleurs souvent confondu la qualité du papier et la qualité des textes qui étaient publiés dans ces revues. Astounding, Amazing, toutes ces revues-là ont diffusé une science-fiction populaire, une science-fiction très technologique auprès d'un jeune public américain. Et c'est ce qui a fait en partie que bon nombre d'entre vous, pendant longtemps, ont cru que la science-fiction était une littérature d'importation américaine. Alors qu'en réalité, la science-fiction a trouvé sa naissance, véritablement, sur le sol européen et en particulier sur le sol français. D'autres exemples, à côté, Isaac Asimov et Jack Vance, deux auteurs américains, c'est pas provocation de ma part, mais l'un est plutôt d'origine russe d'ailleurs. Isaac Asimov, vous le connaissez, c'est l'auteur des robots. Ici, un titre très connu de son cycle de 30 ors, description d'un empire galactique immense qui s'étend sur des centaines de milliers de mondes. Et on verra si ces centaines de milliers de mondes sont de nature complexe ou pas, en réalité. Caillou dans le ciel est un grand classique de Isaac Asimov qui décrit un empire galactique tout à fait imposant. Et puis en dessous, un planète opéra, selon le terme consacré, Jack Vance, qui est un auteur américain, un très grand auteur américain, très poétique, chante des voyages extraordinaires à sa manière, grand navigateur dans le civil, et qui nous a quittés cette année. Le cycle de Chai raconte les aventures, les tribulations d'un terrien qui s'échoue sur une planète, une exoplanète, on pourrait dire aujourd'hui, une exoplanète géante avec beaucoup de civilisations et beaucoup de continents à explorer. Au-dessus et tout à fait à droite, autre exemple de science-fiction, ici la science-fiction cinématographique, un film particulièrement apprécié par notre ami président, astrophysicien et remarquable conteur de sciences Roland Lehoucq, qui doit être quelque part par là, Avatar. Quand je dis qu'il l'apprécie, c'est qu'il l'apprécie comme un objet aussi d'étude et un objet de critique, évidemment. Le film de James Cameron qui décrit non pas la colonisation humaine, mais l'exploitation minière d'une planète étrangère, d'une exoplanète, par des compagnies commerciales terriennes. Une bande dessinée aussi, peut-être que vous connaissez, La guerre éternelle de Joe Haldeman, qui décrit une guerre interstellaire, là aussi je l'ai choisi à dessein, une guerre interstellaire entre différentes civilisations extraterrestres et humaines. Et cette guerre interstellaire, par l'effet de la relativité, l'effet supposé de la relativité, et j'y reviendrai, se déroule sur des centaines et des centaines d'années, voire des millénaires. Et enfin, un bouquin que je vous recommande, un bouquin qui est difficile d'accès, qui pourrait être comparé, toute proportion gardée, à l'œuvre de Proust en littérature générale, parce qu'il il faut vraiment entrer dedans, il faut vraiment passer les 100 premières pages, mais je vais y revenir tout à l'heure. Vernor Vinge, Un feu sur l'abîme, c'est un bouquin de 1993 qui n'a pas pris une ride aujourd'hui, et qui est sans doute, en tout cas moi je le considère comme ça, l'un des plus ambitieux en termes de complexité scientifique, cosmologique, et même on pourrait dire philosophique dans l'histoire même de la science-fiction. Alors, maintenant que vous avez un petit panorama comme ça, moi je suis juriste, et quand je commence une conférence, j'aime bien définir les termes. Donc j'ai essayé de vous donner un petit peu une idée de ce qu'était la science-fiction dans sa diversité en quelques minutes. Qu'est-ce que j'entends par complexité ? Moi, en tant qu'historien du droit, je ne suis pas scientifique, lorsqu'on me parle de complexité, je pense aux sociétés humaines, aux sociétés complexes. Et puis, lorsqu'on me parle de complexité, je pense spontanément à un système social, système politique, système juridique,
système judiciaire, etc. Et puis, je me dis tout de suite, et c'est ce que j'ai voulu vous montrer sur cette diapo, qu'il ne faut pas confondre, mais je crois que ça a été dit ici à plusieurs reprises par des intervenants bien avant moi. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre tout le marathon, le temps d'arriver de Nice, j'en ai raté une grande partie. La complexité n'est pas la diversité. Et ça, ne commettez pas l'erreur de croire que la science-fiction se contente de faire passer de la diversité pour de la complexité, parce que ce n'est pas le cas. Complexité et diversité sont pour moi deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'un ensemble est composé de très nombreux éléments, fussent-ils tous en interaction, qu'il s'agit nécessairement d'un ensemble complexe. C'est pour ça qu'on verra ensemble si véritablement la science-fiction est capable de toucher à la complexité ou pas. Dans le dictionnaire Logos, qui est un dictionnaire que j'aime bien, de la langue française, un dictionnaire assez technique, on est moins ambitieux. Vous voyez, dans le dictionnaire Logos, la complexité était simplement assimilée ici à la diversité et à la notion d'ensemble, puisque ça vient du latin complexus, qui signifie embrasser, contenir. On pourrait dire quelque part qu'à partir du moment où on est dans un système global, on est dans quelque chose de complexe, d'après ce dictionnaire. Dans les sciences de l'éducation, dans les sciences de la pédagogie, beaucoup d'études ont été faites sur la complexité des études, en particulier dans les études secondaires, et des spécialistes comme Donadio ou Karski ont parlé de la notion d'imprévisibilité et d'irrégularité. Un système serait un système complexe dès lors que non seulement il se compose d'éléments en interaction, mais que de surcroît, les interactions entre ces éléments sont parfois, de temps en temps ou fréquemment, imprévisibles, soumises aux aléas et souvent irrégulières. Donc finalement, si la science-fiction veut toucher à la complexité scientifique, il faudrait qu'elle soit non seulement capable de donner naissance à des univers divers, larges, globalisés, interactifs et en plus surprenants, irréguliers, inattendus, soumis aux aléas. Robert Hanson Heinlein, l'un des plus grands auteurs de science-fiction et probablement le plus grand auteur américain de science-fiction, lui a abordé les choses sous un angle très différent en disant que la science-fiction était complexe parce que son objet narratif l'était. Et quel était l'objet narratif de la science-fiction? C'est le monde réel en lui-même. Et je saisis ici l'occasion qui m'est donnée par Bruno et Marie de rappeler au public que vous êtes devant moi, qui n'est pas nécessairement composé de lecteurs assidus de science-fiction, que la science-fiction précisément n'a jamais cessé, tout en vous emmenant sur des mondes très lointains, dans des futurs très éloignés, parfois dans des univers parallèles, la science-fiction authentique n'a jamais cessé de vous parler du monde réel, c'est-à-dire de votre monde, par allégorie, par métaphore, par extrapolation ou par spéculation. Le but de la science-fiction, c'est d'interroger votre regard, votre point de vue sur la réalité. Et ne serait-ce que sur ce point-là, déjà, elle mérite, pour avoir fait cela, ses lettres de noblesse, ou en tout cas une certaine forme de considération. Ce que disait Robert Heinlein, c'est que c'était une littérature marginale qui favorisait un changement de point de vue. Alors la question que je vais me poser, finalement, dans ce marathon des sciences, avec un plan qui, je l'espère, n'est pas trop complexe, et que je ne traiterai pas en entier, puisque je vais respecter le temps qui m'est imparti, et je tiendrai à votre disposition l'intégralité de la conférence. Tout ce que je n'ai pas pu dire, vous pourrez le retrouver sur le site du festival. Je vais me poser la question de la science-fiction à la lumière des sciences, d'une part des sciences exactes et d'une part des sciences sociales ou des sciences humaines. Pourquoi cette scission, pourquoi cette, ce qui n'est pas une dichotomie, mais pourquoi cette séparation? Eh bien parce que traditionnellement, il faut quand même admettre que dans la culture française, et en Europe, c'est en France que cela est le plus marqué, c'est très différent chez les anglo-saxons, et c'est assez différent aussi chez les Allemands, on a distingué très nettement, dans l'histoire même de la pédagogie des sciences et de la recherche, on a distingué les sciences dites exactes, les sciences du réel, la physique au premier chef, mais aussi d'une certaine manière les sciences de la vie, et les sciences dites sociales ou humaines, avec une concurrence entre les deux termes, sciences humaines ou sciences sociales, dont le droit, l'histoire, l'économie, la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie font partie. Alors j'ai voulu me poser la question
devant vous, et dans le cadre de ce marathon des sciences, pour vraiment respecter le sujet, la science-fiction est-elle suffisamment complexe pour être pertinente? Est-ce qu'elle a sa place aujourd'hui dans le marathon des sciences, lorsqu'elle vous parle de sciences exactes, puis lorsqu'elle vous parle de sciences sociales? Pour les sciences exactes, j'ai dit que, et j'ai écrit que c'était une victoire à la Pyrrhus. Pyrrhus était un chef grec, un chef macédonien, qui a affronté la République romaine dans les premiers temps de son développement, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de victoire à la Pyrrhus, je suis sûr que vous connaissez l'expression, on dit que c'est une victoire extrêmement coûteuse. C'est-à-dire, oui, on a gagné, oui, on a obtenu un résultat, mais à un prix démesuré. Un coût qui peut être un coût en termes militaires, c'est-à-dire en termes d'hommes, de soldats, mais qui peut être aussi un coût en termes de positionnement littéraire, en termes de considération, de respectabilité. Et je pense que la science-fiction, je vais vous montrer, a réussi à parler de science, mais au prix de sa respectabilité, et cela pendant plus d'un siècle. Presque les 150 ans qui nous séparent de Jules Verne. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai qu'elle a aussi parlé des sciences sociales, elle a aussi essayé d'interroger ce que nous considérons comme étant les limites des sciences sociales, mais là par contre, elle s'est clairement plantée, et que sur les sciences sociales, elle n'a jamais été novatrice, elle a plutôt été toujours dans un combat d'arrière-garde, elle a toujours été en retard par rapport à l'évolution méthodologique même des sciences sociales, mais paradoxalement, alors que la première victoire était extrêmement coûteuse, c'est cette défaite-là sur les sciences sociales, lorsqu'elle s'est saisie de l'économie, lorsqu'elle s'est saisie du droit, de l'histoire, de la sociologie, eh bien ce sont les défaites de la science-fiction qui lui ont donné, à l'inverse, sa respectabilité actuelle. Et aujourd'hui, si on voit dans les cours d'école, ou dans les collèges ou dans les lycées des textes de science-fiction, c'est souvent parce que ces textes de science-fiction sont des outils pour comprendre les sciences de la société. Alors d'abord, contre les sciences exactes, science-fiction contre sciences exactes, une victoire à la Pyrrhus, il faut remonter aux origines. Rapidement, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de Jules Verne. Je pense que tous, autant que vous êtes, vous connaissez suffisamment l'œuvre de Jules Verne. En peu de termes, et certains ont osé dire, à ma grande colère, que Jules Verne n'était pas un authentique auteur de science-fiction. Pourquoi ? Parce qu'il ne situait pas ses histoires dans le futur. À part son fameux Paris au XXe siècle, qui en fait a été fini par son fils. C'est un argument complètement fallacieux. Pourquoi ? Parce que la science-fiction n'a pas vocation à investir le futur, ou en tout cas, si elle le fait, c'est pas du tout en termes de prospective. Jules Verne, qu'est-ce qu'il a fait ? 20 milieux sous les mers, de la Terre à la Lune, autour de la Lune, le boulet de Jules Verne, le sous-marin du capitaine Nemo, le Nautilus, la ville volante de Robur le Conquérant. Ce qu'il a fait, Jules Verne, c'est enchanter l'objet technique. Enchanter ce qui allait changer complètement dans la société, c'est le rapport de l'homme à la technologie. Et c'est typiquement un enjeu de la deuxième partie du XIXe siècle. Alors pour ne pas reparler de Jules Verne, je vais vous parler de Rudyard Kipling. Évidemment, vous connaissez tous Rudyard Kipling, prix Nobel de littérature en 1907, chantre contesté, discuté et sans doute à juste titre de l'impérialisme britannique, avec une lumière qui s'éteint notamment, mais aussi chantre de l'autonomie de la volonté, avec un magnifique roman qui s'appelle Kim, et qui raconte les tribulations d'un jeune garçon qui, de mendiant, devient agent secret au service de la couronne britannique. Eh bien, Rudyard Kipling a été aussi un magistral, quoique rare, authentique auteur de science-fiction, puisque dans une poignée de nouvelles, il a diffusé l'enchantement de l'objet technique. Et je vous le montre tout de suite avec un texte qui date de 1898, donc de l'extrême fin du XIXe siècle, et qui s'appelle, en traduction française, « Le navire qui trouva sa voie ». Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous décrit un navire, non pas un voilier, un navire mécanique, un bateau à vapeur, et il nous décrit ce navire en décrivant ses composantes d'une façon scientifique extrêmement pédagogique et très claire, absolument dénuée de jargon. Regardez l'extrait. Si vous collez l'oreille au mur de la cabine dans votre navire, lors de votre prochaine traversée à bord d'un bateau à vapeur, vous entendrez de tous côtés des centaines de petites voix frissonner et bourdonner.
Il ajoute « Chaque pièce du navire avait ainsi sa voix propre et distincte à l'exacte mesure de l'effort requis pour sa fabrication, comme si le temps passé par l'homme avait imprégné le métal pour lui donner une âme. » C'est magnifique comme métaphore. Il continue, la fonte, en règle générale, est peu bavarde. Mais les fines plaques d'acier, le fer forgé, les membrures et les poutres qui ont connu moult cambrages, assemblages et rivetages, parlent sans discontinuer. Le métal, plus l'homme s'en occupe, plus il le manipule, plus il est bavard. Superbe manière de faire retenir à un enfant les techniques différentes en fonction de la nature du matériau. Il continue, la mer devenant houleuse, l'énorme hélice ne disposait plus d'assez de tirants d'eau pour soutenir son effort. Les moteurs émirent un grognement de leurs 3 pistons. C'est une blague, vous les gars là-haut? Elle est particulièrement mauvaise. Comment va-t-on pouvoir travailler si vous vous emportez ainsi? Et l'hélice de répondre, je ne m'emporte pas. Je tourbillonnais au bout de mon arbre, sinon tu ne serais déjà plus qu'un bout de ferraille. La mer s'est dérobée sous moi, ce n'est pas ma faute, les éléments naturels se sont dérobés sur moi et je n'ai plus assez de contrôle de ma propre vitesse. Et il continue à la fin, une nouvelle voix s'élève, forte, qui dit avec lenteur et empattement, comme si le propriétaire venait de se réveiller, « J'ai la conviction de m'être ridiculisé. » Et la vapeur sut immédiatement ce qui s'était passé. Conclusion magistrale de Kipling, que vous ne connaissiez pas, j'en suis bien certain, sous cet angle-là. Lorsqu'un navire trouve sa voie, les bavardages de pièces distinctes cessent et se fondent en une voix unique qui est l'âme du navire. Rudyard Kipling se paye le luxe de nous donner une interprétation organique d'un objet inanimé métallique, pour nous faire comprendre à travers son récit de pure fiction qu'un navire, c'est le résultat d'une ingénierie extrêmement complexe et de l'assemblage de pièces de nature différente qui ont été travaillées de nature différente et qui, tout ensemble, bien qu'étant distinctes et hétérogènes, par leur interaction, créent un système agissant, qui, dans l'occurrence, c'est le navire. À mes yeux, c'est une magnifique preuve de la victoire première de la science-fiction dans l'enchantement de l'objet technique, ou en tout cas de la physique même des matériaux. La science-fiction s'est aussi intéressée plus tard dans son histoire et sur le sol américain, on passe de l'ancien continent au Nouveau Monde, elle s'est aussi intéressée à la méthode scientifique. Et elle a essayé quelque chose que n'a essayé aucune autre littérature. Elle a essayé de faire de la méthode scientifique un objet narratif, c'est-à-dire, plus que ça, un personnage du récit. Et l'un des chantres de cette pédagogie de la méthode scientifique, c'est Robert Heinlein. Bon, j'en parle parce que j'ai travaillé beaucoup sur son œuvre, mais c'est légitime parce que lui a été l'auteur qui, dans les années 30, 40, 50, exactement dans les années 40-50 aux États-Unis, a tenté de fédérer ce que j'appellerais peut-être une stigmergie, pour faire référence à ce qui vous a été dit sur les civilisations et les sociétés insectes, c'est-à-dire il a essayé d'être l'élément déclencheur d'un réseau d'auteurs de science-fiction qui, par imitation et accrétion, allait développer la diffusion de la méthode scientifique chez les jeunes par l'intermédiaire des magazines à bon marché qu'on appelait les pulps. Que nous dit Robert Heinlein dans les années 40 ? Exactement, pardon, c'est une conférence de 1957, donc c'est un peu plus tardif. Il nous dit: la science-fiction, ou la fiction spéculative, est la plus fondamentalement, la plus large de toutes, car elle n'exclut aucune zone de l'expérience humaine. Et plus particulièrement, elle n'exclut pas la plus fondamentalement humaine de toutes les activités, celle qui nous distingue des animaux, l'exercice de la méthode scientifique. Une sorte d'aveu apologétique de ce que peut être la science et de l'observation rationnelle, méthodique, expérimentale de la réalité. Heinlein fait le lien avec les essais spéculatifs. C'est pas un hasard. Les essais spéculatifs étaient extrêmement nombreux au XIXe siècle. Et Wells lui-même, l'auteur de La Guerre des mondes, était plus connu à l'époque pour ses essais spéculatifs, notamment sur l'histoire des civilisations humaines, que sur ses textes de science-fiction. Et Heinlein conclut, au moyen de la science-fiction, et ça c'est sans doute la plus belle des victoires de la science-fiction en termes de science, au moyen de la science-fiction, l'humanité peut procéder en imagination à des expériences trop dangereuses pour être réalisées dans les faits.
Par le biais de telles expériences de pensée, la science-fiction peut mettre en garde contre des solutions dangereuses. De quoi parle-t-il ? Eh bien, il nous parle du fait scientifique et du fait politique majeur de tout le XXe siècle, la bombe atomique. Et Heinlein n'a eu de cesse d'essayer d'utiliser la science-fiction, non pas comme moyen de prévenir la recherche sur la bombe atomique, mais d'en expliquer les tenants et les aboutissants. Eh bien, de ce point de vue-là, la science-fiction américaine des années 50, celle qu'on a qualifiée de science-fiction de l'âge d'or, est une science-fiction qui a réussi à diffuser chez les jeunes américains l'amour, la compréhension et surtout, plus que ça, parce que ce n'est pas du prosélytisme, l'utilité de la raison et de la méthode scientifique. Et beaucoup d'ingénieurs et de scientifiques américains ont avoué avoir été de fervents lecteurs de science-fiction dans leur jeunesse. Alors après, ça se gâte un peu. La science-fiction, au XIXe siècle, a réussi à faire la pédagogie de la méthode scientifique et de la pédagogie de l'objet technique. Mais a-t-elle vraiment réussi à créer des mondes complexes ? Soyons sérieux. Vous avez vu Star Trek ? Tous. Vous avez vu Star Wars ? Tous. Vous avez peut-être vu Dune, le film difficile, critiqué de David Lynch, inspiré de Frank Herbert. Vous avez vu, j'en suis certain, Avatar. Toutes ces planètes géantes, dans la littérature ou dans le cinéma, sont-elles des mondes véritablement complexes ? Soyons sérieux. Les mondes de la science-fiction sont-ils plus complexes que le réel ? Borges, George Louis Borges, disait ceci, dans son dictionnaire des créatures imaginaires, il disait « La zoologie des songes est toujours plus pauvre que celle de Dieu ». Si on met de côté l'hypothèse religieuse, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que la littérature, la fiction et la science-fiction ne peuvent pas égaler la complexité du réel. Et si vous regardez attentivement, c'est parfaitement vrai. Vous ne trouverez aucune œuvre de science-fiction qui n'ait ne serait-ce qu'effleuré, ne serait-ce que presque entrevu la complexité du monde réel. Toutes les œuvres de science-fiction, même les plus connues, Dune, Heliconia ou La planète géante de Jack Vance, mais pour ne citer qu'une, Dune, c'est sans doute le guerre-épée de la science-fiction. C'est l'œuvre la plus complexe, une série d'ouvrages écrits par Frank Herbert qui interroge avec beaucoup d'avant-gardisme l'impact de l'écologie politique et la tentative de désorganisation économique d'un empire galactique. Autour d'une valeur rare érigée en une sorte de symbole de pouvoir, l'épice. Une matière qui n'existe que sur une planète, Dune, Arrakis, et cette matière qui, raffinée d'une certaine manière, donne la prescience et donne aux gouvernants la capacité de prévoir le futur. C'est sans doute probablement le roman le plus ambitieux que la science-fiction ait jamais livré. Et pourtant, la complexité de Dune, si on la regarde et si on la compare au réel, reste en réalité tout à fait superficielle et tout à fait illusoire. Dune, aussi complexe soit-elle, n'est finalement qu'un écho abattardi, un écho fade de la complexité de notre monde réel. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, c'est une planète désertique. Bon, qu'est-ce qu'on a comme planète désertique ? Mars dans notre système solaire. Mais est-ce qu'un auteur de science-fiction n'est pas capable de livrer un monde plus complexe qu'un désert ou qu'une planète océan ? Et si oui, pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Même Jack Vance, dans un roman qui est moins connu, mais que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui s'appelle La planète géante, qui date de 1951, décrit les aventures d'un groupe de survivants échoués sur une planète qui est si grande qu'ils peuvent parcourir 65 000 kilomètres pour rejoindre un avant-poste terrien. Traversant des contrées extraordinaires, des continents fabuleux, peuplés de créatures extraordinaires, de civilisations étranges, avec une histoire, une densité culturelle, des cultes particuliers, et malgré tout ça, en réalité, toutes ces planètes géantes ne font en réalité que la surenchère de la diversité visuelle et ne sont pas en réalité de véritables systèmes complexes. C'est comme si la science-fiction, après avoir gagné, s'était tellement épuisée à diffuser la méthode scientifique et à diffuser l'enchantement de la technique, qu'elle s'était quelque part heurtée au plus grand défi qui était le sien, c'est de mettre en scène une véritable complexité. Celui qui est le plus intéressant en la matière, c'est Stanislas Lem.
l'auteur de Solaris, qui est un grand classique de la science-fiction, et l'auteur Stanisław Lem, qui est un Polonais très très ambitieux, un autre très grand auteur, un essayiste aussi très important, et il crée aussi des livres pour enfants. Il a écrit notamment La Sibériade, qui raconte toute l'histoire des robots depuis leur naissance sur Terre jusqu'à leur libération de l'humanité et la création d'une société à part entière. Il est aussi le père, Stanisław Lem, de Iron Tiré. On le prononce ici Ijon Tichy. C'est un aventurier, un agent secret terrien qui essaye de protéger la Terre, notamment des révoltes de robots au fil du temps. Eh bien, dans Solaris, qui est-ce qui a vu Solaris de Tarkovsky ? Qui a vu le film? Il y a eu aussi une version de Soderbergh, plus récente, avec les magnifiques fesses, je suis sûr que la partie féminine de la salle s'en souvient, de George Clooney. Eh bien, Solaris, c'est quoi? C'est une planète à la fois complexe et extrêmement simple. Une planète océan, un océan protoplasmique, qui est capable de générer des formes qui, a priori, ne sont pas aléatoires. Et les humains vont venir étudier Solaris de façon scientifique. C'est comme si tous les intervenants que vous aviez eus ici, on les envoyait sur Solaris, chacun dans sa discipline, pour étudier cette planète océan. Et que nous raconte Stanisław Lem? Eh bien, un échec irrévocable et définitif de la science. Toutes les branches de la connaissance scientifique humaine n'ont pas réussi, dans son roman Solaris, à décrypter les productions métamorphiques de cet océan planétaire. Alors voilà ce qu'il nous dit. Dans Solaris, il y a une science qui s'appelle la solaristique, qui est l'étude de la planète Solaris. Et cette science, la solaristique, a tout ce qu'il faut pour elle. C'est une science complète. Elle a sa méthode, elle a ses chercheurs, elle a ses protocoles, elle a ses publications, comptes rendus de commissions d'enquête, observations, études, thèses, et même encyclopédie, c'est-à-dire même diffusion des connaissances vers le grand public. Et cette science étudie depuis des décennies cette planète Solaris et échoue complètement. Et voilà ce qu'il nous dit dans le roman, que je vous recommande très chaleureusement, très fortement. C'est un texte magnifique, un peu difficile d'accès, mais un texte très très beau. Il nous dit à la fin, avec une magnifique tournure critique finalement, paradoxale en diable, mais tout à fait cohérente, il nous dit « Le mystère de Solaris naît non pas d'une absence d'information, mais au contraire d'une abondance d'informations. » C'est-à-dire que la science a accumulé des données, accumulé des connaissances sur cette planète, et pourtant, elle reste incapable de l'interpréter, incapable de la comprendre, incapable de la modéliser. Et le mot que je voudrais que vous reteniez ici, dans cette science mise en échec, qui est faite avec beaucoup d'ironie, parce que vous verrez après ce que pense Stanisław Lem de la science-fiction. Il nous dit, cette science est mise en échec parce que malgré tous les moyens déployés, elle n'a produit que frustration et mépris. Elle n'a pas été capable de modéliser. Alors qu'est-ce que c'est que modéliser? Modéliser, c'est le contraire de la complexité. Un modèle est une simplification du réel. Et c'est un modèle qui sert à rendre le réel intelligible en acceptant que l'on suspende ou qu'on mette entre parenthèses temporairement le fait que l'homme n'est pas capable de comprendre. Et c'est ce que fait la science. La science ne cesse de produire des modèles théoriques qu'elle met à l'épreuve du réel et qu'elle fait évoluer, particulièrement en cosmologie c'est le cas, mais sans jamais perdre de vue, et vous ne devez jamais perdre de vue qu'il ne s'agit que de modèles, c'est-à-dire que de simplifications qui ne sont pas le réel tel qu'il est. Et la science-fiction, d'une certaine manière, a essayé de produire des modèles. Et selon Stanisław Lem, qui est l'auteur de Solaris, elle n'a pas réussi à le faire la plupart du temps. Alors un exemple de cosmologie alternative qui va profondément choquer tous les astrophysiciens présents dans la salle, et je m'en excuse humblement auprès d'eux, mais après tout, chers amis astrophysiciens, il ne s'agit que de science-fiction, donc évidemment c'est pas grave. Une cosmologie alternative, les lenteurs de Vernor Vinge.
Alors Vernor Vinge, cet auteur américain dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit un magnifique roman qui s'appelle Un feu sur l'abîme, et il essaye de répondre au paradoxe de Fermi. Vous savez, le fameux paradoxe selon lequel pourquoi on ne voit pas les civilisations extraterrestres si elles existent. Eh bien, ce que nous dit Vernor Vinge, c'est que nous sommes coincés dans une partie de l'univers, purement hypothèse, purement science-fictive, bien entendu, nous sommes coincés dans une partie de l'univers où rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Et avec une audace totalement ulcérante pour la plupart des cosmologistes ou des astrophysiciens d'aujourd'hui, ils postulent que les règles de la physique ne s'entendent pas de la même manière partout dans l'univers. Et il nous dit ceci, dans son univers, des civilisations qui se trouvent loin du cœur galactique craignent d'entrer dans ce cœur galactique parce que plus on est proche du cœur galactique et plus on est dans un système de lenteur ou d'immobilité où rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière et où par conséquent les distances entre les étoiles sont incommensurables et indépassables. Et c'est pour ça que les civilisations extraterrestres ne nous ont pas contactés. D'abord, si elles ne nous ont pas contactés, c'est aussi la preuve de leur intelligence, déjà, à la base. Mais aussi parce que c'est trop loin, c'est trop lent pour elles. Alors, il nous explique dans son roman alors, il y a toute une histoire avec une intelligence artificielle, mais je vous passe les détails. Il nous dit, la peur des grandes civilisations de la périphérie, c'était de se retrouver prise au piège des lenteurs et de mourir au milieu des étoiles. Comme si d'un coup, votre voiture, entre Florence et Auch, se mettait à rouler à 2 mm à l'heure et que vous aviez le temps de mourir au volant avant d'arriver à Auch ou avant d'arriver à Toulouse. Alors bien sûr, ici, la cosmologie alternative de Vernor Vinge est totalement fantasmagorique, elle est totalement fantaisiste, mais au final, moi qui ne suis pas scientifique, je peux me permettre de le dire, le propre de la science n'est-il pas de pouvoir s'interroger sur toutes les hypothèses ? Vernor Vinge n'est pas n'importe qui, c'est un auteur américain de formation scientifique. Donc il sait très bien que sa cosmologie alternative est totalement dépertinente ou impertinente par rapport à l'astronomie et à l'astrophysique de son époque. Mais pourtant, il se paie le luxe, sous couvert de science-fiction, de décrire une cosmologie alternative et au final, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'interroger un autre regard ou de déplacer notre regard sur l'univers. Réponse de Stanislas Lem. Voilà ce que nous dit Stanislas Lem. Alors je l'ai mis en anglais, mais je vais vous le traduire. Voilà ce que nous dit Stanislas Lem sur les soi-disant cosmologies alternatives. Je vous rappelle que c'est un Polonais et que la plupart des auteurs de science-fiction dites hard science, c'est-à-dire à forte probabilité scientifique, sont des Américains. Voilà ce qu'il nous dit. Je vous le traduis en français. La science-fiction et la cosmologie sont deux univers incompatibles. Pourquoi ? Parce que la science-fiction fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour ignorer toutes les découvertes de la cosmologie. D'autant que ces découvertes ne vont pas dans son sens et ne servent pas ses intérêts économiques, puisque tout à l'heure on parlait d'économie. Je commence par la fin de la citation, il dit « Les lois du marché éditorial, les lois du marché n'autorisent pas la science-fiction à prendre en compte les grandes découvertes de la cosmologie. » Pourquoi ? Eh bien parce que, alors là ça il l'a écrit dans les années 1970, donc c'est assez vieux, parce qu'il dit que les dernières découvertes en termes d'astrophysique et de cosmologie montrent qu'en réalité il est fort peu probable qu'il y ait des civilisations extraterrestres et qu'il y ait des empires galactiques. Et que penser cela, ou penser à des choses comme le voyage illimité dans le temps ou le voyage illimité dans l'espace sont des aberrations scientifiques. Il est très agressif, hein. Lui-même étant auteur de science-fiction, il est quand même extrêmement taquin hein, d'une certaine manière, et d'ailleurs il a été beaucoup critiqué par les auteurs américains. Il nous dit « La science-fiction s'est enfermée elle-même, elle s'est enfermée elle-même dans sa propre forteresse de certitude, à tel point qu'elle n'est pas capable d'envisager la moindre évolution de la connaissance scientifique, sauf si cette évolution se trouve dans un journal grand public. En gros, la seule science que vous trouvez dans les romans de science-fiction, c'est la science vulgarisée dans les magazines. Ce qui ferait donc de la science-fiction
et là je prends à mon tour le contrepoint du contrepoint de Lem, ce qui ferait donc de la science-fiction, si vous me suivez bien, un support de diffusion de la connaissance scientifique vulgarisée à destination du grand public. C'est pas mal, en fait. C'est pas si mal que ça. Ça veut dire que la science-fiction serait capable non pas d'appréhender la complexité des sciences, mais d'appréhender ou de soutenir la diffusion à destination du grand public des connaissances scientifiques déjà stabilisées, acquises et vérifiées. Finalement, ce que nous dit Stanislas Lem ici, c'est que la science-fiction est capable de contribuer à la diffusion de la connaissance scientifique à partir du moment où cette connaissance scientifique est déjà dans les magazines. Et vous savez, moi-même étant auteur de science-fiction, que lisent les auteurs de science-fiction lorsqu'ils veulent faire des romans de science-fiction ? Ils lisent les magazines de vulgarisation scientifique. Moi, je ne suis pas capable de prendre le dernier article de M. Pérez ou le dernier article de M. Lehoucq dans une revue scientifique et de l'utiliser. Je ne peux pas le faire. Donc, je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire lire des revues de vulgarisation et extrapoler les conséquences fictives, imaginaires, qui pourraient en découler. Je crois qu'il me reste que 5 minutes. Non ? J'ai commencé un peu 5 minutes pour faire les sciences sociales. 5 minutes, vous m'acceptez 5 minutes ? Merci. 5 minutes, Bruno, promis. Allez, tiens, je mets le chronomètre. Regardez. Toc, c'est parti. Les sciences sociales, une défaite constructive. Bon, vous connaissez tous Isaac Asimov, le cycle de fondation. Quel est le rêve des auteurs de science-fiction ? Un rêve très scientiste, hérité du 19e siècle, hérité des grands auteurs qui ont cru que la science pouvait mathématiser la société, qui ont cru que l'industrie allait changer les modes de comportement individuels, pas simplement collectifs, mais aussi individuels. Asimov a écrit le magistral cycle de fondation, dans lequel il invente une science sociale dure, ou pour le dire autrement, une science sociale exacte, dont les résultats sont solidement établis, la psychohistoire. C'est le rêve d'une science sociale précise, d'une science sociale mathématisée. Que fait la psychohistoire ? Elle prévoit à très grande échelle, tout à l'heure on parlait de réseaux à très grande échelle, de réseaux avec un nombre incalculable de hubs, eh bien la psychohistoire prévoit à très grande échelle l'évolution des sociétés humaines. Incapable de prévoir l'évolution d'un petit groupe, mais capable de prévoir l'évolution d'une vaste population. C'est exactement l'incarnation de ce que disait Robert Heinlein dans la première partie de mon propos, l'expérience de pensée sous couvert de science-fiction. La psychohistoire de Asimov, c'est une expérience de pensée sous couvert de science-fiction. Alors, pourquoi c'est une défaite ? Parce que les auteurs de science-fiction, et en particulier les Américains, ont fait absolument n'importe quoi. Si encore la psychohistoire pourrait se rapprocher de ce qu'on appelle la cliologie, ça peut être intéressant de se dire, et si l'histoire était mathématisable ? Et si on pouvait mettre l'histoire en équation ? Après tout, Saint-Simon, avec ses phases organiques et ses phases critiques de l'évolution de la société, l'a fait. Donc pourquoi ne pourrait-on pas, moi qui suis historien, mathématiser l'histoire ? Après tout, on peut le rêver. Mais les auteurs américains sont partis en live complètement. L'éditeur John Campbell a développé une idéologie très forte chez tous ces auteurs de Pulp's Astounding, qui est « soyez des prosélytes des changements positifs que la science va apporter ». Alors du coup, il a publié Ronebard, qui a commencé par écrire Terre, champ de bataille, et qui ensuite a écrit la Dianétique, qui a donné naissance à l'église de Scientologie, qui est le contraire d'une science, et qui a tout d'une secte. Ils ont fantasmé beaucoup sur la sémantique générale de Korzybski. À l'époque, tout le monde fantasmait sur ça. Et si nous disposions d'une langue parfaite ? Une langue parfaite comme les mathématiques, une langue universelle comme les mathématiques, mais une langue composée de phonèmes, de verbes, de phrases conjuguées, que tout le monde comprendrait. Ce serait la fin des incompréhensions entre les sociétés. Si on avait cette langue parfaite, alors l'humanité pourrait être unifiée sous un gouvernement unique où tout le monde se comprendrait parfaitement. Autre fantasme, et j'en ai terminé, il me reste 2 minutes, Bruno. Autre fantasme, le nexialisme. Vous avez sans doute entendu parler des réplicants de Blade Runner, les Nexus 6. Le nexialisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le rêve futuriste
vous allez me dire si c'est futuriste, d'un scientifique parfait. Bon, à part Roland Le Houcq. Le scientifique parfait, c'est celui qui connaît toutes les sciences sociales et exactes sur le bout des doigts. Il en maîtrise les méthodes, il en maîtrise les résultats et il en interroge la pertinence jour après jour. C'est quoi ça? C'est un rêve futuriste ou c'est un rêve ancien? Qui est-ce qui pouvait... quel était le fantasme de celui qui avait la connaissance parfaite dans les siècles passés? Il n'y a pas cet idéal? L'alchimiste, oui, la pierre philosophale, et puis au XVIIe siècle, les encyclopédistes. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est une encyclopédie du XVIIIe qui fait le tri des connaissances. Mais l'idéal des encyclopédistes remonte au grand siècle. Et au XVIIe siècle, on était convaincu qu'un homme seul, on était encore convaincu qu'un homme seul, le fameux savant, pouvait tout maîtriser. Et c'est seulement après que la science est devenue véritablement un travail collectif. Un travail où des laborantins travaillent ensemble, mais ne peuvent pas tous assumer la totalité des connaissances. Allez, pour finir, les empires galactiques sont-ils obsolètes? Il me reste 30 secondes. La réponse est oui. La réponse est oui. Vous ne pouvez pas prétendre lire un livre de science-fiction en essayant d'apprendre des choses nouvelles sur la vie politique. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tous les grands cycles de science-fiction, même celui d'Isaac Asimov, sont centrés sur des expériences politiques vécues et concrètes de l'histoire de l'humanité. Vous savez sur quoi se base Asimov? Même s'il tente d'inventer la psychohistoire, ni plus ni moins que sur une vieille étude bourrée d'erreurs et bourrée d'approximations d'un Anglais qui s'appelle Edward Gibbon et qui a écrit « Le déclin et l'enchute de l'Empire romain d'Occident ». Et c'est un très vieux texte. Et tout son cycle de fondation est basé sur ça. Alors finalement, Stanislas Lem nous dit, et ça c'est superbe, et ça me fait mal, hein, et je me bats contre ça, mais il faut quand même le lire, la science-fiction n'a pas la moindre idée de ce qui serait possible de faire avec un pouvoir de la puissance d'une étoile, tant que ce pouvoir n'est pas utilisé exclusivement pour détruire des planètes habitées. Bah oui. Mais pourquoi la science-fiction fait ça? C'est la loi du marché. Parce que c'est ce que vous voulez lire. Vous voulez lire des drames. Vous voulez lire des guerres interstellaires étirées sur des centaines d'années avec des milliards de morts. Vous ne voulez pas lire une utopie parfaite sur un océan planétaire avec une île où un homme seul invente le bonheur. Vous voulez de l'agressivité, de la violence, et c'est ce que vous donne la science-fiction. Donc finalement, elle échoue, et il est clair qu'elle échoue dans sa tentative de refléter la complexité des sciences sociales. J'ai terminé, pardon. Merci. Pardon. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to